Dans quelques jours, il y a Assassin's Creed Black Flag Resynced qui sort. Et le jeu, ou plutôt l'environnement dans lequel se déroule le jeu, me hype énormément, au point que je suis arrivé à me poser la question suivante. Qu'est-ce qui fait que l'idée de jouer un pirate m'attire à ce point ? Dans cette vidéo, je te propose qu'on réponde ensemble à cette question, qu'on regarde est-ce qu'on a toujours eu la même image des pirates que celle qu'on a actuellement, et finalement, pourquoi au niveau psychologique, on est pratiquement forcé d'être attiré par la figure du pirate. Et puisque c'est Black Flag qui m'a donné envie de faire cette vidéo, je vais l'utiliser pour faire des parallèles afin d'exemplifier mon propos. Pour qu'on soit tous sur un pied d'égalité, Assassin's Creed Black Flag, c'est un jeu développé par Ubisoft. On y incarne Edward Kenway, un Gallois qui va devenir pirate dans les Caraïbes. Le jeu débute en 1715, 2 ans après le traité d'Utrecht qui met fin à la guerre de succession espagnole, mais aussi qui plonge le monde dans ce qu'on appelle aujourd'hui l'âge d'or de la piraterie. Et oui, je parle bien du monde parce que les pirates, il y en avait partout sur la planète. Mais tout ce qui est des questions géographiques et de qui sont réellement les pirates, on se garde ça pour un autre épisode. Au début du jeu, Edward Kenway, il est plongé dans un combat maritime. À l'issue de ce combat, on va devoir tuer un assassin et usurper son identité. Ce qui fait qu'Edward, il est plongé involontairement dans la guerre entre Templiers et assassins. On apprend aussi qu'Edward, c'est un personnage très avare et colérique. Mais au fur et à mesure de l'aventure, on découvre un portrait plus nuancé du personnage, voire même positif, puisqu'il se bat pour des rêves de liberté et d'autonomie, notamment pour le rêve d'une Nassau libre. Il est anti-esclavagiste, et aussi, on voit que tout ce qu'il fait, c'est pour améliorer sa vie à lui, mais aussi à sa femme qui est restée sur les îles britanniques. Et si dans Black Flag, on a une image très positive des pirates comme dans Pirates des Caraïbes, He's a pirate. ou bien encore dans One Piece à l'heure actuelle, ça vient pas de nulle part. Et ça a surtout pas toujours été le cas. Donc pour comprendre ça, il faut qu'on remonte le temps pour découvrir l'évolution de notre façon de voir, de penser ce qu'est le pirate. À l'origine, on décrit les pirates de manière très négative. Pourtant, c'est en plein âge d'or de la piraterie que leur image va commencer à se nuancer. En 1719, Defoe publie Robinson Crusoe. Ce qui différencie ce roman des autres textes qui traitent des pirates, c'est la vision qu'il en a, la façon qu'il les décrit. Pour la première fois, en fait, et contrairement aux autres auteurs, Defoe, il décrit les pirates non pas comme des bêtes sauvages sanguinaires, mais comme des individus procédant à des attaques méthodiques avec pour unique objectif la capture d'esclaves. Alors certes, il garde quand même une image très très négative des pirates dans ce roman. Mais on ne décrit plus le pirate berbère, on ne le décrit plus à cause de sa religion, ou bien de comment est-ce qu'il traite les chrétiens qu'il prend en esclavage, mais tout simplement comme un individu qui est en opposition avec le commerce mondial. Donc pour la première fois de l'histoire, sous la plume de Defoe, le pirate devient le représentant d'un individualisme purement économique. Du côté francophone, en 1732, Alain-René Lesage publie Les aventures de Beauchesne, capitaine de flibustiers. Beauchesne, c'est l'opposé même de la bourgeoisie européenne. Il est décrit comme totalement libre, sauvage et brutal, mais de manière ultra positive. Et cette description de Beauchesne, elle amorce en quelque sorte le 19e siècle et le romantisme. Durant le reste du 18e siècle, on a d'autres auteurs comme Jonathan Swift qui utilisent la figure du pirate, mais toujours pour passer un message politique ou économique. Le vrai changement sur la façon de voir le pirate opère au 19e siècle avec le romantisme. Sous la plume de Byron, c'est la première fois, à ma connaissance, du côté britannique, que le pirate devient le personnage principal d'un récit. Et c'est pas anodin pour Byron le choix du pirate comme personnage principal, parce que Byron, il est profondément anticolonialiste et révolutionnaire. Donc la figure de quelqu'un qui passe son temps à se battre contre les empires coloniaux, c'est du pain béni.
Et pour le fait qu'il ait rejoint la piraterie et qu'il soit violent, on va simplement justifier ça par tout ce qu'il a vécu auparavant de devenir un pirate. Conrad, le pirate de Byron, est décrit comme un chef fort, puissant, qui tue sans remords et en même temps qui est mystérieux. Donc on a là un personnage qui va intriguer le spectateur, mais l'effrayer. Il manque un seul élément pour que le lecteur ait de l'empathie pour Conrad, une femme pour laquelle il ferait tout et n'importe quoi dont il est profondément amoureux. Et je sais pas toi, mais de mon côté au moins, ça me rappelle quelqu'un, Ubisoft. Si jusqu'à présent la figure du pirate sert à un message politique ou économique de son auteur, tout va changer en 1822. Walter Scott utilise cette figure du pirate pour parler d'un passé nostalgique. En réalité, ce qui se passe avec les auteurs romantiques du 19e siècle, c'est que depuis la révolution industrielle et la philosophie des Lumières, ils se sentent plus à leur place dans un monde qui change, qui contrôle de plus en plus de choses. Donc, ils vont essayer de trouver un refuge pour se sentir une nouvelle fois à leur place, quitte à idéaliser le passé finalement. Et puisque la figure du pirate, le héros pirate, c'est déjà devenu le symbole de la liberté, de l'individualisme et d'un passé nostalgique, mais pourquoi pas en faire le grand défenseur de la future démocratie américaine ? C'est ce que va faire Maturin Murray Ballou lorsqu'il publie Fanny Campbell. Attention, faut quand même le noter pour l'époque, en 1844, on a une héroïne pirate, une capitaine qui se joint aux côtés des révolutionnaires nord-américains contre l'Empire britannique. On arrive enfin au roman qui a énormément influencé et qui influence toujours l'image qu'on se fait des pirates. Je parle bien évidemment de L'île au trésor de Robert Louis Stevenson. Parce que tout ce qui est au niveau de la carte au trésor avec le gros X en rouge, la jambe de bois, le perroquet sur l'épaule, etc., ça vient de lui. Et certes, dans son roman, on est d'accord, la figure des pirates, généralement, elle est toujours négative. Pourtant, le personnage de Silver, qui tient à peu près le roman à lui tout seul, c'est l'anti-héros par excellence. L'anti-héros, pour ceux qui ne savent pas, c'est simplement un héros, mais qui a aussi des points négatifs, des traits de caractère négatifs. Pour l'instant, on a parlé uniquement littérature. Mais à la fin du 19e siècle, il y a un autre art qui devient ultra important pour l'image qu'on a des pirates, l'iconographie. Alors, certes, il y a des gravures, des peintures, etc., qui datent du XVIIe, XVIIIe siècle, voire même d'avant, sur les pirates. Mais aucune de ces iconographies ne va marquer autant que celle d'Howard Pyle. Alors déjà, Howard Pyle, il est considéré comme un très grand illustrateur. Mais ce qui est important et pourquoi on retient ces illustrations de pirates, c'est à cause du contexte dans lequel il les a fait. Il les publie en 1888 et 2 ans plus tard, en 1890, les États-Unis d'Amérique annoncent officiellement la fin de la conquête de l'Ouest. Problème, les élites intellectuelles du pays flippent que les hommes dans les grandes villes deviennent des espèces de flaques, de larves sans réel but qui préfèrent flâner qu'autre chose. Donc, il va falloir trouver un espèce de cliché de à quoi ça devrait ressembler la virilité d'un homme blanc, bien évidemment, pour l'époque. Et pour ce faire, on va reprendre des figures historiques fantasmées. Donc on va reprendre bien évidemment Robin des Bois, les chevaliers, et aussi les pirates qui sont décrits comme libres, athlétiques et vivant dans la nature. Et il se trouve que les illustrations de Pyle, elles représentent exactement cette vision du pirate qu'ils ont voulu transmettre. Comme on peut le voir sur celle-là, avec le pirate qui résiste à la tempête, où concrètement, elle n'a pas vraiment l'air de lui faire grand-chose, la tempête. Au XXe siècle arrive le cinéma. Alors on fera des épisodes dédiés au cinéma une autre fois. Mais toujours est-il que c'était, c'est et ce sera toujours un médium de propagande incroyable.
Durant l'entre-deux-guerres, les États-Unis vont devenir le plus gros producteur de films au monde. Les Américains, en fait, vont vouloir se différencier du cinéma européen. Et du côté où, en Europe, on est encore brisé par la guerre, on a les gueules cassées, une jeunesse qui a connu énormément de morts dues à la guerre, aux États-Unis, on va s'inspirer des illustrations d'Howard Pyle pour montrer justement une jeunesse américaine au travers de la figure du pirate qui sera très athlétique, en très bonne santé, qui prônera la liberté, l'individualisme et la démocratie. Arrivent les années 50, et comme avec la révolution industrielle, les villes connaissent un nouvel essor, tant au niveau démographique qu'au niveau économique. Donc il va falloir trouver quelque chose pour divertir un peu tous ces gens qui sont venus s'amasser en ville. Rebelote, on va ressortir les vieilles formules qui fonctionnent, donc on reprend la figure du pirate. Et franchement, on n'invente pas grand-chose honnêtement, hein. Le pirate, ça reste le grand cliché de la liberté, de l'égalitarisme, de la démocratie, etc. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent en fait. Le seul réel ajout des années 50, c'est l'adaptation de l'île au trésor faite par Disney, où Robert Newton va un peu définir comment on pense que les pirates parlent finalement. Et dans les années 80, pour faire survivre le mythe pirate, on va le déplacer dans l'espace. Et je pense que si tu as à peu près plus de 35 ans, dès le moment où j'ai dit années 80, tu sais très bien de qui je veux parler. On parle bien évidemment d'Albator. Et pour Albator, honnêtement, j'ai pas grand chose à dire puisque tout est dit dans cet extrait-là. De l'abêtisseur mondiovisuel, il bloque les pensées. L'homme d'aujourd'hui est asservi. Et comme il ne réfléchit plus, il se croit heureux. Moi, Albator et mon équipage, nous avons échappé à cette mise au fer morale. Nous sommes les seuls à pouvoir prévenir nos semblables du danger qui les menace. Sans doute, pour préparer leur invasion, les Sylvidres ont détruit presque tous nos observatoires et assassiné les plus éminents de nos astronomes. Les gouvernants m'ont évidemment accusé de ces diverses exactions. Si bien que je suis devenu le renégat de l'espace, poursuivi par tous et passible de la peine capitale. Sinon, on a encore les Goonies qui viennent critiquer le capitalisme, notamment avec les enfants qui vont chercher le trésor des pirates pour aider leurs parents. Ou encore Muppet Treasure Island, où on va montrer les pirates, on va faire l'éloge des pirates, et une nouvelle fois, en profiter pour critiquer les injustices du capitalisme au travers de la marine britannique. Je pense qu'il est enfin l'heure de parler des personnages qu'on attend toutes et tous. Hello boys and girls, whatever. My name is Captain Jack Sparrow. Avec Pirates des Caraïbes, on a un énorme changement qui arrive. Parce que le personnage principal de Jack Sparrow, il colle pas du tout au cliché du pirate qu'on a jusqu'à présent. Ce cliché du pirate, en réalité, c'est Orlando Bloom qui le joue. Le jeune, beau gosse, athlétique, que rien n'effraie, qui résiste à peu près à tout et n'importe quoi. Alors que concrètement, si tu regardes le personnage de Jack Sparrow, lui, il risque plutôt de passer par-dessus le bord s'il y a une grosse intempérie. Et en fait, c'est voulu parce que le personnage de Jack Sparrow, c'est une rockstar. Et c'est pas moi qui le dis, c'est Johnny Depp qui a avoué s'être inspiré de Keith Richards, le guitariste des Rolling Stones. Parce que, toujours d'après les dires de Johnny Depp, le pirate, c'est un grand défenseur de la démocratie, de l'égalité et de la contre-culture. Donc c'est une sorte de rockstar, comme il le dit. Après, dans Pirates des Caraïbes, la figure du pirate, elle continue quand même d'être le grand représentant de la lutte contre le capitalisme, qui notamment est représenté par la Compagnie des Indes occidentales britanniques, ce qui est assez drôle au passage, Disney qui fait un film anticapitaliste, je trouve que c'est assez marrant. Au niveau de la liberté, l'élément qui montre, qui représente la liberté dans Pirates des Caraïbes, c'est le compas. This compass points towards what you want most. Et qu'est-ce qu'il y a de plus libre que de foncer droit vers ce qu'on a envie en n'ayant rien à carrer du reste? Franchement, je sais pas, dis-moi en commentaire si toi t'as une idée.
Finalement, on a One Piece. Alors, pour faire simple, One Piece, tu prends tous les clichés et fantasmes qu'on a sur les pirates, tu les boostes à leur paroxysme, et on y est. Par exemple, depuis les années 80, on injecte de la fantaisie dans le mythe pirate. Dans One Piece, on met des monstres, des hommes requins, des nains, les fruits du démon, etc. On a aussi la liberté qui est traitée dans One Piece, par exemple, avec le cas de Luffy, où concrètement, tout ce qu'il fait, il le fait juste par pur plaisir de l'aventure, de la découverte, de la nouveauté, etc. Mais cette liberté-là, elle se cantonne pas qu'à Luffy. On voit aussi notamment lorsque ils vont aller sauver les gens sur l'île de Nami, et attention, on va se cantonner pour ça, pour les éléments sur One Piece, à la saison 1 de One Piece sur Netflix, pour pas spoiler plus loin pour ceux qui n'auraient pas vu et qui ont envie soit de lire, soit de regarder. Eh bien, lorsqu'ils vont sur l'île de Nami, et qu'ils sauvent les gens, eh bien, ils les laissent s'autodéterminer par après. Et cette liberté, on la retrouve aussi chez les membres de l'équipage de Luffy, puisqu'ils peuvent partir s'ils en ont envie, et ils ont le droit de faire les actions qu'ils veulent. Après, attention, si Oda montre des pirates très romantiques comme Luffy, il y en a d'autres qui sont beaucoup plus réalistes, plus sanguinaires, plus violents, plus cruels, plus cupides, qui vont piller et tuer. Mais toujours est-il que même ces pirates plus réels, on retrouve des éléments romantiques en eux. Par exemple, Barbe Noire, il va quand même dire « Rien ne peut venir à bout des rêves d'un homme. Vous n'êtes pas d'accord avec moi ?» On vient de voir comment, au travers des époques et des médiums, la figure du pirate évolue. Ce qui est assez marrant quand même, c'est que plus la figure du pirate est romantisée, moins les pirates existent. Mais dans tout ça, on a mis de côté un médium en particulier, le jeu vidéo. Et pour remédier à ça, je te propose qu'on plonge ensemble dans l'Animus pour rejoindre Edward Kenway. Bienvenue aux Caraïbes du XVIIIe siècle. Alors, franchement, ça dépayse un maximum. Sauf si, bien évidemment, t'es allé en vacances dans un endroit qui ressemble aux Caraïbes ou dans un endroit qui ressemble. Mais toujours est-il que pour l'extrême majorité d'entre nous, ça n'a rien à voir avec notre quotidien. Et il y a un truc quand même assez fascinant avec ces paysages naturels, c'est qu'il y a quelque chose au fond de nous qui nous attire profondément là-dedans. Puisque le pirate, il évolue dans cet environnement naturel, eh ben ça fait qu'aussi la figure du pirate représente ça, donc il y a quelque chose qui nous attire profondément. Et en plus, le pirate, c'est l'autre, c'est l'inconnu, c'est aussi le bon sauvage. Et si j'en ai pas parlé du bon sauvage jusqu'à présent, c'était volontaire. Mais en fait, le bon sauvage, il est omniprésent dans la vision qu'on a du pirate, surtout à cause des écrivains et des penseurs du romantisme. Parce que oui, si le bon sauvage, ça représente quelqu'un qui vit en communion avec la nature, qui est libre, quand on est un auteur romantique, qu'on se sent plus à sa place dans une civilisation post-révolution industrielle, et qu'on fantasme un passé pour trouver un lieu de refuge, la figure du pirate qui est distant, qui est étranger, qui représente l'autre, l'inconnu, le bon sauvage, en lien avec la nature, c'est un refuge parfait, entre guillemets, si on veut, parce que on arrive justement dans cette opposition entre la figure du pirate, le bon sauvage, qui vit en harmonie avec la nature, et nos sociétés industrialisées qui exploitent cette dernière. Deuxièmement, on a vu aussi que les pirates y représentent un combat contre les normes sociales, les obligations imposées par la société. Et tant les romans que les films, ou encore les jeux vidéo comme Black Flag, ils nous offrent justement un répit, une échappatoire de ces différentes obligations qu'on a dans notre vie quotidienne. Si on prend l'exemple de Black Flag, on a tout ce qui est au niveau des combats navals, de l'exploration,
temps maritime, que des différentes îles, que de ce qui se passe sous l'eau, les chasses au trésor, les différents combats navals, combats terrestres, les attaques de forts, et puis toutes les différentes missions qu'il y a au fur et à mesure du jeu. Ce qui fait que, avec tout ça, on n'a jamais l'opportunité d'arriver dans un environnement qui devient répétitif, comme notre environnement de tous les jours. Mais là, en contrepartie, on pourrait se dire, bon bah ok, il n'y a pas de répétitivité, mais on commet quand même des crimes. Enfin, je veux dire, genre dans les différents romans sur les pirates, on voit que les pirates, ils ont de la violence, ils commettent des actes criminels. Dans les films, pareil. Dans les jeux vidéo, pareil. Bah, si on prend l'exemple, par exemple, pour répondre à ça, d'Assassin's Creed, eh bien, dans le jeu, à certains moments, on doit assassiner différents personnages des Templiers pour avancer dans l'histoire. Mais tant le jeu Assassin's Creed que les films ou que les romans, ils vont justifier ces actes de violence. Pour le cas de Black Flag, le Templier, c'est le méchant de l'histoire, c'est celui qui veut contrôler les gens, contrôler la nature, etc. Donc en fait, en l'assassinant, on justifie cet acte par le fait d'avoir fait quelque chose de bien pour un bien commun, pour quelque chose qui nous dépasse. Un autre élément de la piraterie qui nous attire, c'est cette volonté d'autodétermination, de ne laisser personne d'autre choisir pour nous qu'est-ce qu'on veut faire, d'avoir notre propre liberté, quitte au final à arriver en conflit ouvert directement avec les différentes puissances coloniales. Et bah, pour cette liberté, cette volonté d'être libre à 100%, on la retrouve très bien dans Black Flag, notamment avec l'épisode de Nassau. Here's to our pirate republic, lads. We're prosperous and free and out the reach of kings, clergy and debt collectors. Et quant au fait de vouloir défier les puissances européennes, bah dans le jeu c'est un peu ce qu'on fait quoi. Tantôt on s'en prend aux Espagnols, tantôt aux Britanniques, puis on revient sur les Espagnols, etc. etc. Et pour ceux qui sont un peu plus vieux, qui ont pu jouer au DLC qui s'appelle Freedom Cry ou Cry Freedom, je sais plus, j'ai un doute, et ben dans le jeu, on s'attaque en permanence à l'Empire colonial français. Et finalement, l'élément qu'on n'a pas encore cité, qui peut-être est celui qui crée le plus de choses en nous quand on imagine la piraterie, c'est tout le côté visuel. Parce que ils sont énormément présents dans le jeu, dans les films, etc. Donc concrètement, dès qu'on voit un élément visuel, par exemple dans le jeu, on a quand même Barbe Noire, Anne Bonny, Marie, il y a encore le Jack Doe, donc le bateau pirate, le Jolly Roger, qui est le drapeau pirate, les combats navaux, le rhum, etc. Tous ces éléments-là, dans notre imaginaire, directement, quand on les voit, piraterie. Ça active toutes les choses qu'on pense à la piraterie. La liberté, l'égalité, la démocratie, les chasses au trésor, la rébellion, l'individualisme, et j'en passe. En fait, tant Black Flag que Pirates des Caraïbes, que les différents romans sur les pirates, ou encore que One Piece, ils nous offrent une échappatoire épique, surprenante, dépaysante et exotique qui viennent contrebalancer notre vie de bureau fade et monotone. On pourrait en rester là, mais pour moi, c'est honnêtement pas suffisant cette réponse. Parce que oui, se dire, ok, voilà, on est attiré par les pirates parce que ça nous parle de liberté, d'individualisme, de démocratie, de combat contre les injustices, d'un retour à l'état sauvage pour lequel on est attiré par ça, etc. On pourrait s'en suffire, mais je trouve qu'il manque quelque chose, parce que ça pose une question fondamentale. Pourquoi est-ce que ces différents éléments que je viens de citer, pourquoi, psychologiquement, ces différentes caractéristiques nous attirent-elles à ce point ? Le premier élément de réponse viendrait d'une théorie du couple Kaplan. Pour eux, notre vie quotidienne, notre vie citadine, elle demande une activation volontaire du cerveau, ce qui nous fatigue. Parce que d'après eux, en fait, on doit tout le temps réfléchir à qu'est-ce qu'on va répondre à nos collègues ? Est-ce qu'on peut s'engager sur la route, oui ou non ? Comment est-ce qu'il faut qu'on gère cette situation X ou Y ? En contrepartie, lorsqu'on est dans la nature, ça active une partie involontaire de notre cerveau, ça active une attention involontaire du cerveau, Mais pour ce faire, en fait, on a besoin de deux conditions. La première condition, c'est qu'il faut une cassure nette avec notre quotidien. Et ça tombe bien parce qu'entre nos villes actuelles et les Caraïbes du XVIIIe siècle, la cassure, elle est quand même plutôt conséquente.
La deuxième condition, c'est qu'il faut que ce soit dans un environnement énorme. Et concrètement, les océans ou alors l'espace dans le cas d'Albator, c'est plutôt pas mal comme environnement énorme. Si en plus de ça, on prend que dans notre vie de tous les jours, on doit tout le temps réfléchir à ce qu'on dit, à qui on le dit, comment on le dit, on a des horaires stricts, des règles qu'il faut respecter, etc. Et que de l'autre côté, dans notre imaginaire du pirate, lui dit ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut, à qui il veut, il fait ce qu'il veut et quand il le veut, rien que de penser à ça, ça reposerait un peu notre cerveau. Deuxièmement, on connaît un décalage évolutif entre notre cerveau et la société dans laquelle on vit. Parce que notre cerveau, c'est un cerveau de chasseur-cueilleur. On est fait pour vivre dans le grand air, en nature, avec de petits groupes allant jusqu'à environ 150 individus. Donc forcément, si notre vie actuelle est composée de cités, de villes denses, avec pas beaucoup de végétation, un nombre énorme de personnes, et des règles abstraites et des lois qu'il faut suivre, eh bien, si on a un cerveau qui n'est pas du tout fait pour ça, c'est absolument normal que le fantasme du pirate qui vit dans la nature, qui est libre, nous attire. Le dernier élément de réponse, il nous vient d'une théorie d'Edward Deci et Richard Ryan, la théorie de l'autodétermination. Pour eux, l'humain, il a 3 besoins psychologiques fondamentaux pour ne pas devenir dépressif ou anxieux. Le premier, c'est le besoin d'autonomie. Il doit sentir qu'il est maître de ses propres choix. Le deuxième, c'est le besoin de compétence. On a besoin d'avoir l'impression qu'on a un impact sur notre environnement. Et le troisième, c'est le besoin d'appartenance. On a besoin de sentir qu'on fait partie d'un groupe uni. Et dans nos sociétés occidentales, avec tous nos protocoles, nos lois, nos horaires, on a une saturation, si on veut, du besoin de compétence. Par contre, à contrario, le besoin d'autonomie, lui, il est totalement étouffé. Donc, ce fantasme de la liberté sauvage qu'incarne le pirate, c'est la projection pure de cette restauration de l'autonomie. Autrement dit, si je suis libre parce que je vis dans la nature, tout seul, si j'ai envie de me lever à 15h pour aller pêcher, manger mon poisson et puis après rien faire, je peux. Personne ne va rien me dire, ce qui n'est pas le cas dans notre société actuellement, en dehors des vacances. Et encore. Et plus encore, que si tu arrives à choper le poisson, tu vas aussi satisfaire ton besoin de compétence. Donc voilà, maintenant tu sais pourquoi est-ce que la figure du pirate nous attire à ce point. Encore désolé si certains endroits de la vidéo étaient un petit peu moins fluides, un peu moins bons. Franchement, avec les chaleurs qu'il fait là, je pense qu'il fait à peu près 30 degrés pendant que je suis en train d'enregistrer. C'est insoutenable, c'est une catastrophe, je reprends des prises, y a rien qui va, je suis au bout de ma vie, je sais pas si ça se voit. Mais voilà, encore merci d'avoir écouté jusqu'au bout la vidéo, en espérant qu'il fera un peu moins chaud pour la prochaine, comme ça ce sera vraisemblablement d'une meilleure qualité. Sur ce, encore merci d'avoir regardé la vidéo, des bisous, prends soin de toi, n'hésite pas à lâcher un petit commentaire, à liker, à partager, à t'abonner, et à venir sur Instagram et TikTok pour discuter avec moi entre les différentes vidéos YouTube. Sur ce, des bisous, ciao ciao.